Bonjour Maxime. Donc nous enregistrons notre 3e émission. Nous sommes toujours le 31 août, de retour de vacances. Nous avons déjà fait un point sur la situation de la France, mais maintenant nous aimerions savoir quelles sont les marges de manœuvre du président ou du futur gouvernement pour boucler le budget 2025. Quelles sont les mesures qui nous attendent ? De toute façon, on va y passer, peut-être pas à court terme, mais à moyen long terme, on va y passer. En matière d'impôts, et je pense que nous reprendrons le thème de la protection de l'épargne, parce que cette émission a eu un énorme succès, enfin notre mesure, 14 000 vues, c'est pas mal, et on essaiera d'approfondir le thème, c'est comment se protéger. Alors, ce qui nous attend, c'est une réduction des dépenses et une augmentation des impôts. Bon, les impôts qui sont sur la sellette, il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est la CSG, l'augmentation de la CSG, qui s'applique à tous les revenus, notamment aux revenus de l'épargne. Je rappelle ce chiffre très structurant, c'est la dette, c'est 3 200 milliards d'euros, et l'épargne disponible, je ne parle pas de remboursement des prêts immobiliers, qui fait partie en comptabilité nationale de l'épargne. Je parle de l'épargne financière, c'est environ 3 000 milliards, je crois que le chiffre exact est de 2 800 milliards. Donc la CSG sur les revenus de l'épargne, pas sur le stock, mais sur les revenus de l'épargne, c'est efficace, ça fait rentrer de l'argent. Alors, ça pénalise les salariés et les entreprises. La CSG, c'est bien une ligne sur le salaire des employés, qui est payé par l'entreprise. Parce que, j'attire votre attention, il ne faut pas oublier, lorsque l'on voit sur nos bulletins de salaire, les charges patronales, en fait, tout ce que le patron paye, tout ce que l'entreprise paye, c'est bien pris sur le travail de l'employé. Pour prendre un exemple chiffré, si vous êtes payé net 2 500 €, votre employeur paye grosso modo autant en charge, donc ça lui coûte 5 000 € de vous payer net 2 500 €. Mais le calcul qui est fait, c'est que si vous ne rapportez pas au moins 5 000 €, vous ne pouvez pas être pris par l'entreprise. Donc c'est bien votre capacité de travail qui permet de payer à l'entreprise ces 5 000 €. C'est pour ça que lorsqu'on dit les charges patronales et on pense que c'est l'employeur qui paye, en fait, c'est de la rhétorique. C'est une façon de présenter les choses. On va dire que le mot charge patronale, c'est un moyen de laisser croire aux employés qu'ils ne payent pas cet impôt. Oui, ça veut dire que ça augmente les charges des entreprises, c'est ça que vous voulez dire. Bon, oui, mais de toute façon, dans la situation où nous sommes, c'est ce que Mme Castet ne peut pas comprendre, c'est que nous sommes le pays qui dépense le plus au monde, qui prélève le plus au monde. Toute augmentation d'impôts, dans ce contexte, est difficile, casse-gueule, sauf, alors là, c'est mon côté de gauche, peut-être, un impôt sur la richesse à condition qu'il soit bien conçu. Et c'est l'opinion de M. Pisani-Ferry dans le Zoco d'hier. Bon, il y a actuellement un impôt sur le patrimoine immobilier, sur la fortune immobilière. On peut très bien en majorer le taux pour les fortunes les plus importantes. Au-delà de 2 millions d'euros de patrimoine, vous avez 1% des Français. Au-delà d'1 million d'euros, vous avez 5%. Bon, donc dans ces zones-là, vous pouvez augmenter le taux. Il faut le faire délicatement, il faut que ce soit dosé. Alors évidemment, l'absurdité totale, c'est M. Mélenchon qui dit au-delà de 12 millions d'euros, je prends tout. Alors, moi, qu'on prenne tout pour un particulier, au-delà de 12 millions, ça ne me choque pas spécialement, mais les entreprises qui ont un capital de 12 millions, qu'est-ce qu'il fait ? Il les nationalise, mais il y en a des milliers, vous voyez, bon, enfin. Donc, c'est pour ça que je dis que ça peut être un point de convergence entre la gauche et le centre, et à condition d'avoir un Premier ministre habile, ça pourrait être M. Cazeneuve, qui soit capable de faire, ou M. Hollande, qui soit capable de faire quelque chose de dosé et de viable. Moi, je trouve toujours inquiétant ce genre de manipulation. Mais est-ce que l'on sait ce que ça peut rapporter ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est symbolique. Il faut, à mon avis, il faudra le faire, parce que, alors, au risque de choquer nos auditeurs, je voudrais rappeler que les inégalités de patrimoine sont au niveau le plus élevé depuis 1910. Donc, pour autant, je réponds à votre question, ça ne sont pas des recettes très importantes. Non mais, alors, j'ai pas de chiffres là à vous fournir, mais on y veillera, on veillera à en trouver, mais ça ne serait pas des recettes très importantes. Parce que le risque de ce genre de manipulation, c'est bien que les personnes partent à l'étranger.
On voit régulièrement que la France est le premier pays au monde exportateur de millionnaires. Comme dirait Marc Toiti, s'il y a des paradis fiscaux, c'est qu'il y a bien des enfers fiscaux. Oui, alors pendant mes vacances studieuses, j'ai fait un post sur LinkedIn, j'en fais tous les jours pour défendre cette idée, et l'ancien gouverneur de la Banque de France, qui m'a nommé à Toulouse d'ailleurs, M. Christian Doyer, m'a dit ce que vous proposez finalement, c'est de rétablir l'ISF, et rétablir l'ISF, ça serait un impôt négatif, c'est-à-dire que nous aurions des pertes fiscales, parce que les gens s'en vont, on ne peut pas les empêcher de partir. C'est ce qui fait d'ailleurs que Mme Castet, qui a un peu travaillé son sujet quand même, a parlé de ce qu'avait fait Sarkozy, qu'il a été obligé d'annuler, le fait que les gens qui partent doivent quand même payer l'impôt sur les plus-values réalisées avant leur départ. Hein, c'est bon. Alors, donc vous avez quelques pare-feux, mais à ce moment-là, vous contraignez de plus en plus. J'ai répondu à M. Noyer que je ne propose pas un rétablissement de l'ISF. Je pense que le patrimoine immobilier qui, lui, ne peut pas partir, il faut peut-être le taxer un peu plus. Mais tout ça, c'est à discuter, et puis je ne suis pas Premier ministre, c'est pas à moi d'en discuter, mais je pense que il y aura forcément cette discussion, je dirais, pour citer des noms politiques, entre Bayrou, Cazeneuve, Édouard Philippe, je laisse les Républicains à part, puisqu'ils sont hostiles à toute augmentation d'impôts, je dirais quelqu'un comme François Hollande aussi. Hein. Donc, je ne dis pas que c'est pour demain, mais c'est pour après-demain. Ça se fera d'une manière ou d'une autre. Ça rejoint bien ce que j'entends sur les réseaux, c'est que l'impôt foncier, finalement, c'est inévitable. Si vous vendez et que vous partez à l'étranger, il y a quelqu'un d'autre qui achètera votre maison et qui continuera à payer l'impôt. Vous ne pouvez pas apporter vos biens immobiliers à l'étranger. Eh bien oui, exactement. Par contre, il y a quelques optimisations fiscales à faire pour éviter de payer l'impôt sur la fortune immobilière. Mais il ne faut pas oublier que taxer l'immobilier, qui est déjà un secteur qui souffre, cela peut avoir de grosses répercussions, comme accélérer la baisse des prix de l'immobilier, pénaliser encore les constructions, voire de ralentir l'activité économique générale. C'est ça qui est intéressant, c'est que les mécanismes économiques sont vraiment des vases communicants. Bien sûr. Alors, parmi les impôts qui vont à coup sûr augmenter, je rebondis sur votre propos, il y a la taxe foncière, et vous savez qu'il y a déjà, alors c'est marginal, parce que tout le monde n'a pas une résidence secondaire, mais vous avez une augmentation massive dans la moitié des communes, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Et en liaison avec la crise du logement, c'est pas pour faire des recettes, c'est que là où il y a une crise du logement importante, notamment dans des villes touristiques de 20, 30, 40 000 habitants, les maires se disent « j'augmente la taxe d'habitation » et comme ça, le type, il cesse d'en faire une résidence secondaire, il la loue, et ça fait une résidence principale. Vous avez eu des articles dans les Échos, dans Le Monde, malheureusement ça ne marche pas. Et je continue sur le sujet, c'est-à-dire que pourrait faire M. Macron s'il prenait l'article 16 et décidait de faire tout seul, enfin avec ses conseillers, le budget. Moi je pense qu'il y a une très très forte pression qui continuera à s'exercer sur lui pour désindexer les retraites. Gilles Berset, le président du Conseil d'orientation des retraites, que j'estime personnellement, c'est quelqu'un de très sérieux, c'est un économiste qui connaît très bien l'économie du travail, il a pris cette position, c'est pas la mienne, mais il a pris cette position, ça fait 15 milliards. Et avec la suppression de l'abattement de 10%, vous devez avoir pas loin de 20 milliards. Donc c'est très tentant, parce que c'est la marche d'escalier. C'est une mesure ce serait une mesure d'une complète lâcheté, parce que les retraités ne vont pas manifester dans la rue. L'augmentation de la CSG, je l'ai dit, l'augmentation de la taxe foncière, et ensuite, il peut y avoir des mesures, et nous revenons à un de nos thèmes favoris, sur l'épargne. Alors, je veux apporter une précision à votre raisonnement. Quand vous dites qu'il y a eu une augmentation des inégalités de patrimoine, vous pensez au patrimoine immobilier et au patrimoine de l'épargne. Dans votre raisonnement, et je ne sais pas si les auditeurs l'ont bien vu, c'est que ces inégalités se sont essentiellement créées
à cause de l'augmentation de la masse monétaire de ces dernières années. Je sais que vous le voyez un peu comme ça, c'est-à-dire que pour vous qui avez bien compris ce qu'il s'est passé, la création monétaire des banques centrales s'est retrouvée à faire gonfler l'épargne des Français au travers de la bourse, mais aussi les investissements immobiliers avec des crédits à 1%. Donc pour vous, au final, cette création monétaire qu'il y a eu, qui n'avait pas lieu d'être, ce n'est pas une grosse injustice que de chercher à la récupérer. Vous avez parfaitement exprimé mon point de vue. Le problème, c'est que ça fait des inégalités insupportables. Jacques de la Rosière, ancien gouverneur de la Banque de France, que j'ai bien connu dans une vie antérieure, a fait un petit livre remarquable avec McKinsey, d'ailleurs, qui a fait tous les calculs, les tableaux, qui s'intitule « Pour en finir avec l'illusion financière ». Et il vous montre que les 3/4 de l'enrichissement depuis 2008 est lié à une bulle immobilière et financière. Et c'est pour ça que, Pisani-Ferry n'est pas un grand mélanchoniste, mais si Pisani-Ferry vous dit qu'il faut taxer la richesse et que ça va se faire à l'échelle mondiale, moi je crois que ça se fera. Ou alors nous créons des sociétés complètement injustes et explosives, vous voyez, parce que vous pouvez pas... Moi, je suis très sensible aux contradictions et à la dialectique. Vous pouvez pas, à la fois, dire aux gens qu'il faut qu'ils travaillent plus longtemps. Et, effectivement, l'OCDE a montré pendant les vacances, dans un rapport que personne n'a remarqué, que la France est le pays qui travaille le moins au monde. Mais vous pouvez pas en même temps leur dire ça, il faut travailler plus longtemps, il faut moins d'allocations chômage si on recherche des emplois, et c'est vrai, les entreprises ne trouvent pas. Et en même temps, les riches vont continuer à s'enrichir de plus en plus en ne faisant rien. C'est pas possible, c'est une contradiction. Et c'est probablement d'ailleurs ce qui explique le rejet de la réforme des retraites. Et là, vous avez des contradictions dans je ne peux plus dire la majorité présidentielle puisqu'elle n'existe plus, mais le MoDem de François Bayrou, et notamment le président du groupe MoDem, à l'époque, Jean-François Mattei, proposait une taxation des superdividendes. Et Macron lui-même, mais il ne l'a pas fait, a proposé, tiens, ça je voulais le mentionner, une taxation des rachats d'actions par les entreprises. C'est-à-dire, les entreprises, pour augmenter leur taux de profit, n'investissent pas, elles rachètent leurs propres actions pour qu'il y ait moins d'actionnaires. On est chez les fous, quoi. On est chez les fous. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi je crois que la grande déception de cet été, c'est qu'on aurait dû travailler là-dessus. Comment faire des mesures qui soient à la fois des mesures de redressement financier avec des mesures de justice sociale. Alors, les mesures de justice sociale en France, parlons-en. Enfin, on ne peut pas dire que la France est un pays profondément inégalitaire. C'est le pays de l'OCDE qui prélève le plus et qui redistribue le plus. Il faut de la justice sociale et il faut continuer à réfléchir dessus. Mais on ne va pas se mentir, on est loin des inégalités de certains pays, avec différentes castes par exemple dans la population, ou des inégalités que l'on trouvait en France dans le passé. D'autant que j'en parle dans mes émissions sur l'évolution de l'espèce humaine, les inégalités physiques, génétiques, de hiérarchie dans la tribu, sont un équilibre. Dans la théorie, c'est très bien de vouloir tous être égaux, et d'avoir tous accès aux mêmes choses, mais sur des centaines de milliers d'années d'évolution de l'espèce humaine, mais aussi presque de toutes les espèces, les structures sociales sont toujours sous forme pyramidale. On est certain que dans le passé, des groupes sociaux ont essayé ce fonctionnement horizontal, mais ça a toujours échoué. En France, de nos jours, on peut voir facilement dans le café du commerce le patron d'entreprise qui vient prendre un café et qui discute facilement avec quelqu'un qui cherche un travail. Mais alors, les inégalités, vous avez en France, entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres après impôt, les inégalités les plus faibles du monde, quasiment. Elles sont de 1 à 5. Mais si vous prenez les inégalités de patrimoine, là, vous avez des surprises. Le patrimoine moyen en France, c'est même pas 200 000 euros. Bon. Et par rapport à celui cet été, je t'ai invité dans un club, je fais une conférence et je leur dis il y aura un impôt sur les patrimoines. Bon, alors,
il y a un monsieur qui me dit, mais vous le voyez à combien? Alors, j'ai essayé de les faire réagir. La maïeutique, je leur dis, est-ce que vous savez combien il y a de gens qui gagnent, qui ont un patrimoine de plus de 2 millions d'euros? Et il me dit, non mais tu confonds Maxime, c'est 2 milliards. Parce que je dis 1%, il dit c'est 2 milliards. Alors je lui dis non, 2 millions. Il me dit, ah oh, ben moi je les ai. Alors je lui dis, ben oui, ben tu es riche. Bon, voilà. Bon. Mais vous voyez, c'est des inégalités de patrimoine très importantes, et puis des inégalités extrêmes. C'est-à-dire qu'entre une infirmière de nuit à l'hôpital d'Albi et Bappé, où vous avez 1 à 10 000, et avec Carlos Tavares, c'est 1000. Donc c'est difficile de faire société dans ces conditions. Donc pour faire société, il faut une croyance. Je vous renvoie à votre propre conviction. Et pour qu'il y ait cette croyance, il faut une certaine unité de la société. Mais c'est un débat sans fin. Hein. Ouais. Et alors, en plus, notre modèle européen n'est pas le modèle américain. Non mais sans engager mon opinion personnelle, j'essaye de voir, en regardant le positionnement de la classe politique, tout l'été, où est-ce qu'il pourrait y avoir des points de convergence. Et là, vous pouvez avoir un point de convergence. C'est pour ça que je le mentionne. Bon, bah écoutez, très bien Maxime. Merci pour ces éclaircissements et merci de nous avoir suivis.